révolution économique au Sahel, création d'une banque d'investissement commune par l'Alliance. Eh bien, nous en parlons ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Fin de 3 jours de rencontre entre les ministres de l'économie et des finances et les experts du développement économique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Plusieurs recommandations ont été faites pour l'intégration économique de l'Alliance des États du Sahel, AES. Il s'agit entre autres de la création d'une banque d'investissement commune et de la nécessité d'aller vers une union monétaire. Eh bien, mesdames, messieurs, bonne nouvelle qui nous vient tout droit justement des pays du Sahel. On parle bien sûr du Niger, du Burkina Faso et sans oublier bien sûr le Mali qui pense à créer une banque d'investissement commune. Eh bien, il faut quand même dire que ce n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui, mais un projet mûrement réfléchi depuis des mois. L'Alliance des États du Sahel parle donc de ce projet d'une monnaie commune qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Les 3 pays du Sahel, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé leur intention de créer une monnaie commune également. Cette décision qui marque une rupture avec le franc CFA est une étape majeure vers une plus grande souveraineté économique. Eh bien, rappelons que le 16 septembre dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako Gourma, instituant une nouvelle alliance entre ces 3 États du Sahel. En plus de faire front commun contre l'insécurité et les conflits menés par des groupes armés non étatiques, il est question d'une plus grande coopération économique avec la création d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune. Une annonce intervenue au lendemain de la rencontre entre les 3 ministres des Finances de ces pays fondateurs. Depuis, Issoufou Boubacar Kado, politologue et analyste des finances publiques, affiche un optimisme certain. Eh bien, il déclare, et je cite, « Nos pays ont compris qu'ils n'ont pas de choix. » Rappelez-vous la réunion entre Ouattara, Macron et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. À la sortie de la réunion, Macron disait qu'il n'y aura pas de négociation avec le Niger tant que Bazoum n'était pas libéré. Vous voyez à quel point c'est lui qui tirait les ficelles. La monnaie, c'est un instrument de souveraineté et tant que tu ne gères pas la monnaie, tu n'es pas souverain, a-t-il conclu. Eh bien, mesdames, messieurs, l'Alliance des États du Sahel ambitionne également de renforcer la fluidité et surtout la coopération de la sécurité des corridors d'approvisionnement ainsi que l'accélération de la mise en œuvre des projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, d'intérêt commun. C'est une belle opportunité pour ces 3 pays et cela représente plusieurs avantages socio-économiques, affirme de son côté Ambali Dodo, qui est économiste. Voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet ce matin. Révolution économique au Sahel, création d'une banque d'investissement commune par l'Alliance. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géopolitologue et surtout géostratège. Il est avec nous ce matin. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Boss, bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre. Ce sont des hommes de l'ombre. Ils font un travail magnifique. Nous les infiniment merci. Bonjour à nos millions et nos milliards très prochainement de téléspectateurs. Une fois de plus, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Très heureux de vous avoir, Charlie Kenyé. Je rappelle que vous faites un voyage entre Yaoundé pour être sur notre plateau ce matin à Douala. Eh bien, la bonne nouvelle nous vient tout droit des pays du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, qui nous annonce dans les jours à venir la création d'une banque d'investissement commune, mais on parle également d'une monnaie commune à ces 3 États. Oui, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de monnaie, vous avez cité un professeur tout à l'heure qui rappelait clairement que c'est un instrument de souveraineté. Oui. Et lorsqu'on entre dans les débats autour de la monnaie en Afrique, il y a 2 interrogations fortes qui ressortent. La première, c'est est-ce une monnaie africaine ou pas? Et la seconde, c'est devrions-nous y rester ou en sortir? Et pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre les origines de cette monnaie. Il faut dire que le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945. Le franc CFA, dès qu'il a été créé, concomitamment au même moment, la France entrait ou alors faisait son entrée dans le FMI où elle annonçait également cette monnaie du franc CFA et la parité qui va avec.
Et c'est un document qui avait été signé à l'époque par le président du gouvernement provisoire français, à la personne de général de Gaulle, qui avait été également contresigné par le ministre des Finances, à la personne de René Pleven, et du ministre des Colonies, à la personne de Jacques Soustelle. C'est-à-dire que voilà le document qui crée le franc CFA, qui a été signé par 3 personnalités françaises, et le lendemain, ce document avait été publié au journal officiel de la République française. Donc, voilà un document qui crée une monnaie qui est signé par 3 Français, mais dont la monnaie est utilisée par des Africains. À partir de cet instant, déjà, ça pose problème. Contrairement à ceux qui voudraient chaque fois nous démontrer que le franc CFA est une monnaie africaine. Mais quand vous allez même encore plus loin et que vous questionnez justement l'histoire même de ce franc CFA avec les États africains, mon très cher Steve Ngoz, après 1945, il vous souvient qu'en 1958, vous vous souvenez de l'affaire Djibo Bakary, le président de la formation Sawaba du côté du Niger, qui justement avait initié le projet de création d'une monnaie. Il a très vite été combattu par De Gaulle. Pour finir, il est allé en exil et on l'a remplacé par Mani Dioré. La même année 58, on se souvient de ce qui s'est passé avec Sékou Touré. Lorsqu'il a mis sur pied la monnaie, le franc guinéen, on a vu comment De Gaulle, non seulement a créé tous les problèmes de la terre, mais on a créé une forme d'inflation à l'intérieur de la Guinée en y injectant de la fausse monnaie. Si vous revenez encore plus loin, en 1962, avec Modibo Keïta, lorsqu'il bat sa monnaie, on voit tout le mal que la France se donne pour créer tous les problèmes au Mali. Plus tard, Modibo Keïta a été arrêté, il a été emprisonné, pour finir, il a été empoisonné. Et par la suite, on a obligé le Mali à revenir dans le franc CFA. Si vous allez même encore plus loin, vous questionnez le cas du président Laurent Koudou Gbagbo, il faut dire que lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, avec toutes les sanctions qui pesaient sur lui, il avait décidé justement de mettre sur pied une monnaie ivoirienne et on a vu comment la France a répondu par la suite. Vous prenez le cas également du guide bien Muammar Kadhafi. Vous prenez le cas récemment encore en 2021 avec l'assassinat du maréchal Idriss Déby. Vous comprenez que le franc CFA, sur le plan historique, a une histoire très trouble avec les États africains. Alors, fort de cette réalité-là, les Africains, lorsqu'ils regardent justement cette histoire de leur continent avec cette monnaie nazie, ils comprennent très pertinemment qu'il faut sortir de là. Surtout que, sur le plan même de la légalité, il faut dire que le franc CFA a perdu toute légalité parce que le franc CFA, comme je vous rappelais tout à l'heure, sa date de création date du 26 décembre 1945 pour une durée de 75 ans. Ça veut dire que logiquement, la date à laquelle le franc CFA était censé soit être renouvelé ou alors être mis de côté est le 29 décembre 2020. C'est-à-dire que si vous ajoutez 75 ans au 26 décembre 1945, vous vous retrouvez au 26 ou alors 27 décembre 2020. Ça veut dire que depuis le 27 décembre 2020, le franc CFA est une monnaie caduque, c'est une monnaie illégale. Tellement d'éléments sur lesquels les États, justement, de la bande sahélo-saharienne, lorsqu'ils questionnent cette histoire et ils regardent la réalité en termes de légalité de cette monnaie, ils voient très bien que l'urgence ici est de quoi? Est de faire ensemble. Surtout que quand on regarde même nos zones économiques, quand vous prenez les sous-régions, je crois il y a 4 ou 5 sous-régions économiques en Afrique, vous verrez que les sous-régions qui ont en commun la monnaie CFA sont toujours les derniers de la classe. Regardez que ce soit la zone CEMAC ou encore la zone CEDEAO, vous verrez que ce sont des zones qui économiquement peinent à décoller, contrairement aux autres régions, justement du fait de ces CFA-là. Parce que tous ceux qui utilisent cette monnaie-là sont classés, et là je cite ici des experts des questions économiques, ce sont des zones d'exclusion économique, parce que c'est pas des États qui commercent avec les États. Le CFA à l'échelle internationale n'est pas une monnaie reconnue, c'est pas une devise, si on doit le dire ainsi. Donc à chaque fois que nous commerçons, nous sommes obligés de transiter par la France. Si vous vous souvenez encore la dernière déclaration en date du président Teodoro Obiang-Nguema, qui faisait savoir qu'à chaque fois que son pays voulait acheter un produit en Chine ou en Russie, il est obligé de passer la commande et de demander à la France de payer parce que lui n'a pas de devise pour payer. Et il disait à chaque fois qu'il demandait à la France de payer le produit qu'ils achetaient dans un État tiers, la France leur demandait c'est pour faire quoi? À partir de cet instant, vous comprenez que l'usage et la pratique de ces monnaies enlève justement la souveraineté des États, à savoir la facilité ou alors la liberté de pouvoir échanger et de commercer avec qui ils veulent. Et donc, fort de ces réalités-là, les États justement de l'AES qui s'inscrivent dans une dynamique nationaliste et panafricaine
exigent ou alors mettent un point d'honneur sur justement la liberté, la souveraineté de leur État qui passe obligatoirement par cette souveraineté monétaire, d'où justement l'arrivée d'une nouvelle monnaie dont on est en train de mentionner. Et surtout d'une banque commune à ces États. On parle cette fois-ci d'une banque d'investissement. Est-ce à dire tout simplement que ces trois pays sont prêts à aller de l'avant? Non, je crois que tout aujourd'hui démontre à suffit que les États de l'AES sont véritablement prêts non seulement à aller de l'avant, mais également à marquer le coup. Parce que derrière cette dynamique-là, je peux vous rassurer que indirectement, on est en train de voir la fin de la CEDEAO et peut-être même de l'Union africaine. Les conditionnalités d'une monnaie sont lesquelles? La première, c'est la sécurité. La seconde, c'est le modèle économique. La troisième, c'est la garantie, la parité. Si vous analysez au cas par cas, le cas de la sécurité, vous voyez très bien que ces États-là qui étaient en proie à l'insécurité, une insécurité organisée, sont en train de relever la tête de l'eau. Le cas du Mali aujourd'hui. Le Mali a retrouvé l'intégrité de son territoire. Le Mali aujourd'hui a la capacité militaire, a la capacité en termes, je veux dire quoi, que ce soit effectif humain, en termes de logistique, de véritablement non seulement sécuriser son territoire, mais également porter assistance aux autres pays. D'où justement l'alliance du Liptako-Gourma, qui en réalité à la base est une alliance à caractère défensif. Donc aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, ces États sont en train de sortir la tête de l'eau parce qu'avec les partenariats stratégiques et fiables qu'ils ont signés avec un certain nombre de pays, on parle beaucoup de la Russie, mais on oublie qu'il y a également la Corée du Nord, il y a l'Iran. Donc avec ces partenariats-là, ils ont les moyens de combattre le terrorisme et de combattre toute menace étrangère sur le sol. Souvenez-vous de la déclaration d'un ancien patron du renseignement français, Alain Juet, qui rappelait que les problèmes d'insécurité, principalement des terrorismes en Afrique, ne représentent qu'une infime partie de nos problèmes. Pour cela, l'Occident n'a pas besoin à envoyer des hommes sur le sol africain, mais tout ce dont il veut, si véritablement l'intention est d'aider les États africains, ils n'ont qu'à leur donner les moyens. C'est un patron du renseignement français qui parle. Et vous verrez que les partenaires traditionnels des États africains, ou alors des États du Sahel, que sont la France ou alors le bloc occidental, n'ont jamais joué franc jeu parce que les moyens, ils ont toujours refusé de les donner. On se souvient encore du Burkina Faso, qui lorsqu'ils sollicitaient les armes pour combattre le terrorisme, la France leur a rappelé d'organiser des élections, de pratiquer la démocratie. Lorsqu'ils se sont même battus pour acheter ces armes, on les a bloqués dans un port. Et aujourd'hui, avec ces nouveaux partenaires venus de l'Est, on voit très clairement comment ces États sont en train, sur le plan de la sécurité, non seulement de restaurer l'intégrité de leur territoire, mais également d'annuler toute tentative qui justement pourrait porter atteinte à l'autorité de l'État au sein de leur pays. Ça, c'est le premier, la sécurité. Donc, c'est déjà pratiquement une garantie dans cette sous-région. Deuxième élément, le modèle économique. Et là encore, c'est très important de le rappeler. Quand on voit les dynamiques en cours au niveau de l'AES, prenons un cas très simple. On nous a annoncé tout récemment la construction d'une usine prochaine de raffinerie d'or au Burkina Faso. 400 kg d'or par jour. Exactement, pareillement pour le Mali. Si vous ajoutez à ça les contrats qui ont été signés ou dans les jours à venir, ces pays-là vont commencer à avoir des centrales nucléaires à caractère domestique. Vous savez très pertinemment que qui parle de modèle économique parle d'industrialisation et qui parle d'industrialisation parle prioritairement d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir d'industrialisation. Et aujourd'hui, on voit très clairement que le modèle énergétique qu'ils ont choisi est en fonction de leur environnement parce que l'environnement de ces pays-là, parce qu'il y a quand même une forte concentration d'uranium, les permet justement de pouvoir transformer cet uranium-là et de créer ou alors de mettre sur pied les capacités énergétiques nécessaires pour lancer véritablement une forte industrialisation. Et nous sommes en train d'aller vers ce modèle économique-là, qui est déjà en soi une bonne chose. Et si vous prenez enfin garantir la parité, avec justement les partenariats stratégiques que ces États ont avec des États membres et fondateurs des BRICS, et on connaît très bien la philosophie et l'idéologie des BRICS, à savoir dédollariser l'économie mondiale et également commercer avec les monnaies locales adossées sur le panier d'or. C'est-à-dire que ce sont les richesses de votre sol et de votre sous-sol qui garantiront dorénavant votre monnaie. Et à partir de cet instant, nous savons très clairement comment la plupart de ces États sont riches en matières premières, sont riches en terres rares. Et donc aujourd'hui, l'alliance de ces pays-là avec ces membres fondateurs des BRICS font en sorte que la future monnaie qui peut arriver va être endossée justement sur cette parité-là, à savoir garantie par l'or. D'où justement les constructions justement de ces usines de transformation d'or qui vont permettre ou alors que la monnaie puisse être assise sur l'or et être garantie en termes de parité avec les BRICS. Donc les alternatives et les basculements, les bouleversements géopolitiques font en sorte que tout est mis ensemble, c'est-à-dire que les cadrans sont ouverts qui démontrent à suffire que nous sommes dans une dynamique irréversible qui va véritablement
acter la liberté et la souveraineté. Et bien, selon les experts, Charlie Kenyé du côté du Burkina Faso, c'est au moins, il faut le préciser, plus de 4 000 milliards de francs CFA qui pourraient sortir rien que pour la production de l'or dans les jours à venir, ce qui peut permettre justement de stabiliser une bonne monnaie pour les trois pays. Effectivement. Et vous verrez très clairement qu'avec la stabilité de la monnaie, c'est aussi ça le rôle des banques d'investissement. Oui. Quand à ce moment-là, la banque d'investissement va jouer son rôle. Exactement. À partir du moment où vous avez une production d'or qui peut vous donner 4 000 milliards de francs CFA par an, mais bon Dieu, à partir de ce moment, vous pouvez développer l'Afrique. Si vous êtes capable de, rien que dans la transformation de l'or, débloquer... Je parle juste pour le Burkina Faso, je n'ai pas suivi le Mali. Merci. Là-bas encore, bon, je peux vous donner quelques chiffres. On parle de 3 500 milliards de francs CFA par an. Bon, les chiffres d'abord me donnent la tourloute parce qu'on parle pas des... Et on parle dans un domaine précis. C'est-à-dire, juste pour l'or. Oui. On ne regarde pas le diamant, on ne regarde pas la bauxite, on ne regarde pas l'uranium pour l'instant, on ne regarde pas tous ces métaux rares parce que ces États sont riches également en métaux rares. Mais bon Dieu, à partir de cet instant et que vous êtes sûr avec les partenariats ou alors les partenaires qui sont aussi fiables que ceux justement les membres fondateurs des BRICS, Corée du Nord, Iran et aussi autres qui également sont dans une dynamique de commercer avec leur monnaie locale, qui également sont dans une dynamique de véritablement venir échanger avec vous sur la base de vos matières premières. Mais dès que vous avez stabilisé la monnaie, qu'est-ce qu'il faut pour justement booster l'économie à l'intérieur? Ce sont des banques d'investissement. Et l'urgence ou alors la qualité de ce qui est en train de se faire là-bas, c'est quoi? C'est que les États africains en eux-mêmes auront dorénavant une alternative qui sera autre que le FMI. Ça veut dire que le Cameroun, même si le Cameroun n'est pas encore membre de cette alliance, mais je suis sûr qu'avec le temps, puisque selon certaines informations qui nous parviennent de là-bas, il y a certains pays de la CEDEAO qui sont prêts à quitter la CEDEAO pour rejoindre cette alliance-là. À partir justement de cela, on comprend très bien qu'il y a un noyau, il y a un modèle économique dur qui s'est créé, qui permet à ce que les autres États peuvent réduire leur dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions financières, telles que les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Puisque si là-bas, pour vous donner 50 millions, on vous exige de pratiquer la démocratie, de faciliter la liberté des homosexuels dans votre territoire, de légaliser des conneries pareilles, ou encore, on vous demande... je parlais encore de ça avec la crise au nord et au sud-est. On vous dit, vous ne pouvez pas acheter les armes. On vous impose un ensemble de choses et parfois même on vous prête à des taux d'intérêt assez élevés. Alors, on voit très bien qu'à partir justement de ces banques-là, les États africains peuvent immédiatement aller là-bas et dire, vraiment, nous sommes prêts, j'ai besoin de tel et tel et tel et tel. Non, ce sont des éléments sur lesquels les États peuvent s'appuyer pour non seulement renforcer la solidarité entre eux, mais également créer une nouvelle Union africaine parce que celle qui est là aujourd'hui, elle nous a pas beaucoup servi. D'ailleurs, vous voyez qu'elle combat même déjà ce projet qui, il faut le dire, est assez salutaire pour les États africains. Donc, moi, je dis, ce qui est en train de naître de ce côté-là, c'est un noyau dur sur lequel les États africains peuvent s'appuyer pour non seulement réduire leur dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions financières, mais également renforcer l'esprit de solidarité qui peut amener justement à une nouvelle Union africaine beaucoup plus forte que celle que nous avons aujourd'hui. Et pendant ce temps, on parle également, il faut le dire ainsi, des emplois qui seront créés. C'est quand même des milliers et des milliers d'emplois. Bien sûr. Rappelons déjà que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces deux territoires, eux seuls, font 70% de la sous-région Afrique de l'Ouest. C'est pratiquement 3 millions de kilomètres carrés. C'est une population de pratiquement, on parle d'à peu près 60 millions d'habitants. Et quand vous observez en termes de production ce qui arrive dans ces pays-là, vous comprenez très clairement que on n'est pas très loin de la Guinée équatoriale, c'est-à-dire que où l'État va être à même de payer les chômeurs, c'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas et on vous donne de l'argent. Si rien que la production de l'or dans un pays peut vous donner 4 000 milliards et que cette population-là atteint à peine 20 millions d'habitants, mais bon Dieu, que dit des autres? 4 000 milliards, ce n'est qu'un chiffre, parce que là, jusqu'à preuve de contraire, quand vous avez 400 kg d'or par jour, 400 kg d'or par jour, c'est 2 tonnes d'or par semaine. Exactement. Donc, allez savoir. Donc, il y a aussi une question qui se pose, sans vous couper, Charlie Kenyé. Est-ce en ce moment-là que les pays africains, et surtout, on parle de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pourront eux aussi avoir une réserve d'or sur leur territoire, parce que ça manque aussi aux Africains. Pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas de réserve d'or sur leur sol? Les Africains se posent cette question tout le temps. Effectivement, c'est une très bonne question, et je crois que aujourd'hui, quand on voit à quel point la France a pillé l'Afrique, parce qu'il faut dire, je crois que c'est la 4e réserve d'or à l'échelle internationale, 2346 tonnes d'or.
Et pourtant, il n'y a aucune mine d'exploitation ou sur le sol français. Aujourd'hui, on se rend bien compte que derrière ce que ces États sont en train de faire, parce qu'également, à travers la banque d'investissement, elle peut appuyer cette banque d'investissement sur l'or. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez appuyer votre parité, la parité de votre monnaie sur l'or, mais la banque d'investissement également peut être appuyée sur l'or. Rappelons que le Wall Street était appuyé sur l'or. Et donc, aujourd'hui, cette grande production en or qui est en train de se faire de ce côté-là annonce des perspectives économiques assez fantastiques, ça il faut le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, la banque d'investissement qui arrive va permettre à ces États-là non seulement de garantir leur parité avec les États des BRICS, parce que c'est ce que les États des BRICS exigent, le panier va être endossé sur l'or, mais également va faciliter à ce que les nouvelles banques de développement, parce que les BRICS ont également une banque de développement, là, je crois que c'est la New Development Bank, qui également aussi a une banque d'investissement qui est adossée sur l'or. Aujourd'hui, ça va permettre à ces États-là d'accumuler ces réserves d'or qui vont également les placer au niveau du marché financier des États, même de pouvoir quand même exercer un certain nombre de pressions. Parce que rappelez-vous qu'aujourd'hui, la diplomatie internationale obéit à votre qualité, à votre capacité économique. C'est ceux qui ont l'argent aujourd'hui qui contrôlent ou alors qui définissent un peu le droit international et qui définissent les bouleversements géopolitiques. Ça va permettre également au Mali d'exister géopolitiquement et c'est ce qu'on manque aujourd'hui à l'Afrique. L'Afrique n'existe pas géopolitiquement parce que nous sommes toujours assistés. Lorsque l'Union africaine est financée à près de 70% par l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut aller dire aux instances internationales? Alors, si vous avez une alliance comme celle-là, et c'est ça même qui fait la force du Qatar. Le Qatar aujourd'hui a l'une des plus grandes réserves d'or à l'échelle internationale. On parle pas beaucoup. Ça fait que quand ce pays parle, malgré la centaine de milliers d'habitants qu'ils ont là-bas, tout le monde les écoute parce qu'ils sont un fonds d'investissement qui, à tout moment, peut faire basculer la balance d'un autre. On se souvient encore que c'est l'un des pays qui parraine le terrorisme à l'échelle internationale parce que les moyens qu'ils ont leur permettent d'imposer à travers le soft power leur volonté et parfois même leur idéologie et même leur politique étrangère au reste du monde. Donc, à travers cette forte production d'or et donc cette banque d'investissement et cette monnaie qui va arriver, cette alliance des États du Sahel peut justement devenir un pôle géopolitique à même justement d'imposer la volonté des États africains ou alors d'imposer la volonté du peuple africain au niveau des instances internationales parce que leur capacité non seulement de lever de fonds, endosser toujours sur l'or, leur capacité justement de garantie de leur monnaie, fait en sorte qu'ils sont des êtres que tout le monde écoute. On s'amuse pas avec des gens qui peuvent facilement vous produire 400 kilos d'or par jour. Non, on joue pas avec ce genre de personnes parce que au niveau du marché international, ça bouge. Donc, c'est des éléments sur lesquels aujourd'hui on est fiers d'entendre ça, qui vont permettre, si bien sûr c'est bien capitalisé, de permettre à ces États-là non seulement de véritablement imposer une volonté au niveau continental parce que ça va permettre à ce que d'autres États suivent le pas, mais également de permettre à ce que sur le plan international, que l'Afrique véritablement ait son mot à dire. Merci à vous, Charlie, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir choisis. Restez sur nos plateformes numériques, likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricanist TV soit connu de par le monde. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.